bourse en temps réel. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, je le disais, 7-8% de baisse pour le titre Alphabet Google. C'est la plus forte baisse depuis 7 ans, visiblement. C'est donc assez significatif. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a pêché dans les résultats de Google publiés hier soir, Grégory? Vous savez, on dit toujours comparaison n'est pas raison, sauf que dans le cas de Google, ce que font les investisseurs ce matin, c'est tout simplement de comparer la croissance des ventes publicitaires avec ses concurrents et avec son concurrent principal pour le moment, qui est Facebook. Alors là, c'est franchement pas l'avantage de Google, puisque la croissance de ses ventes publicitaires sont de 15%. On attendait une croissance supérieure à 20%, alors que dans le cas d'un Facebook, la croissance des ventes de la publicité était de 26%. Donc il y a un tel écart que l'on se dit, comme ce n'est pas un jeu à somme nulle, si quelqu'un prend des parts de marché, et il y a Facebook, mais vous avez aussi évidemment Amazon qui a eu des chiffres au niveau de la publicité extrêmement impressionnants, ça veut dire que quelqu'un d'autre en perd. Et là, tout le monde désigne donc du doigt Google, qui est en train, je pense, de commencer un ralentissement, tout simplement, de ses activités publicitaires. C'est encore un des deux plus gros acteurs avec Facebook, mais ils sont attaqués. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il y a, en fait, dans Google, un problème, et je dirais c'est une sorte de trou noir, parce qu'on parle très peu, la compagnie parle très peu de YouTube. YouTube qui est peut-être le relais de croissance de Google, qui est extrêmement utilisé par les jeunes. On n'en sait pas grand-chose. On ne connaît pas les chiffres de profitabilité de YouTube, on ne connaît pas les chiffres en détail de publicité sur YouTube, ce qui veut dire que pour les investisseurs, en fait, on est obligé de regarder juste les statistiques générales, et quand on regarde ces chiffres en général, on peut dire que partout, en fait, Google est en train de montrer un ralentissement de sa croissance. Bon, ralentissement de la croissance chez Google, et ça a du mal à passer effectivement dans ce monde des GAFAM où voilà, le moindre point de croissance vaut très cher. Le titre Alphabet Google qui recule, je le disais, entre 7 et 8% actuellement. À propos de croissance, parlons des ventes de McDonald's. Grégory, la croissance des ventes à magasins comparés sur le marché américain semble relativement satisfaisante. Bon, je ne sais pas si le marché fait la fine bouche, en tout cas le marché ne salue pas de manière très significative la publication de McDonald's. Non, mais les résultats sont particulièrement satisfaisants, et le marché les avait peut-être anticipés, parce qu'une hausse de plus de 4,5% des ventes aux États-Unis et de 6% à l'international pour du fast-food, c'est très fort. Alors, à quoi est due cette hausse? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est à des phénomènes qui sont, je dirais, naissants et porteurs. Alors, pour un McDonald's, par exemple, une bonne partie de cette hausse est venue de la livraison à domicile. Alors, je ne sais pas si ça se fait beaucoup en France, mais ici, de plus en plus, vous avez des gens qui utilisent, par exemple, le service de livraison de Uber Eats, pour commander des McDonald's. Donc ça, c'est vraiment peut-être un relais de croissance important pour eux. Et puis aussi, alors, ils ont fait des tas d'initiatives qui, en tout cas aux États-Unis, ont eu beaucoup de succès. Il y a eu le mois du bacon, le mois du lard, qui a beaucoup attiré le monde. Vous avez eu des donuts sous forme de petits sticks, des bâtonnets de donuts. C'est très indigeste, mais c'est délicieux, offert au petit déjeuner. Donc en fait, McDonald's ne s'est pas du tout reposé sur ses lauriers. Il faut se souvenir qu'une belle croissance de leur vente était due à l'introduction des petits déjeuners, mais ça maintenant c'est dans les cours, et on voit qu'il y a des tas de relais de croissance d'une compagnie qui est, je dirais, très bien positionnée pour l'avenir, et en plus en train d'informatiser totalement la commande dans les magasins, ce qui pousse les gens à commander encore plus quand ils se retrouvent face à un écran, plutôt que quand ils se retrouvent face à un vendeur derrière sa caisse. Non, mais on a aussi Uber Eats en France. Effectivement, ils ont ce partenariat exclusif avec certains fast-food, dont McDonald's. Et ça me rappelle ce qu'on disait au sujet de Uber, hein, dans les détails qui ont été dévoilés par Uber avant son introduction en bourse à venir. C'est que Uber, à travers son service de livraison Uber Eats, perd de l'argent justement avec ces gros fast-food, dont McDonald's. Alors pour McDonald's, évidemment, c'est de la croissance supplémentaire qui se traduit à travers les chiffres trimestriels publiés aujourd'hui. Le titre McDo qui ne fait pas grand-chose actuellement, mais qui connaît un très beau parcours boursier. Tiens, à propos de parcours boursier, Grégory, est-ce que la publication de General Electric vient valider à minima les 30% de performance du titre sur les points bas? Enfin, on a repris 30% grosso modo depuis le début de l'année sur le titre General Electric. On a le sentiment d'une recovery en cours. Est-ce que c'est confirmé par les chiffres publiés ce matin?
Écoutez, à mon avis, ça l'est parce que en fait, ce qu'on regarde vraiment pour General Electric, c'est le cash flow. Et on attendait une perte sur ce cash flow, un cash flow négatif de plus de 2 milliards de dollars sur le trimestre. Et en fait, ce cash flow, il y a une perte, mais de 1 milliard. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en gros, ils sont en train de stopper l'hémorragie de cash et que des activités sont en train de rebondir, notamment dans le domaine de l'aviation, même un peu dans le domaine de l'énergie. Mais surtout pour les investisseurs, l'intérêt de General Electric, c'est pas les résultats de ce mois, c'est plutôt les résultats de l'année prochaine. Et on sait très bien que si ce cash flow s'améliore petit à petit, ils seront cash flow positifs l'année dernière et en même temps, ils vont faire des cessions d'actifs très très importantes. Donc je dirais ça valide en tout cas peut-être pas forcément le cours de l'action, c'est très difficile à dire parce que ça c'est vraiment l'opinion des investisseurs, mais ça valide en tout cas la stratégie du nouveau CEO qui en tout cas à mes yeux aussi est en train de redresser la barre, mais c'est un sujet extrêmement compliqué, c'est vraiment un très gros conglomérat qui avait des très gros problèmes, des très gros dossiers à améliorer, mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Ouais, le titre prend plus de 5% actuellement dans cette première heure de cotation sur le marché américain, Grégory. Et puis, il faut qu'on parle évidemment de Warren Buffett, le dernier coup de Warren Buffett, qui a pas perdu la main quand même. Je sais pas, il doit avoir 90 ans ou plus peut-être aujourd'hui. Non, il a encore le sens des affaires, Warren Buffett. Quand on a besoin de cash, généralement, on va chercher Warren Buffett à Omaha. Et c'est exactement ce qu'est allé faire Occidental Petroleum pour mettre la main sur Anadarko. C'est ce deal, ce gros deal en cours dans le secteur pétrolier dont on vous parle depuis plusieurs jours. Et Warren Buffett s'invite dans l'opération, Grégory. Je vais vous faire de la peine, il n'a pas 90 ans, il a un jeune 88 ans. J'ai été mauvaise langue. En montrant en fait ses capacités de faire des affaires extraordinaires, expliquons en fait qu'est-ce qu'il va faire. Il va injecter 10 milliards de dollars dans Occidental Petroleum qui veut racheter Anadarko, mais en injectant ces 10 milliards de dollars, il s'assure sur les 10 prochaines années un revenu de 8% annuel. 8% sur 10 milliards, c'est 800 millions de revenus. Essayez de placer de l'argent à 8%. Pas facile. Donc c'est une très très belle opération pour Warren Buffett, première chose. Deuxièmement, il s'assure pour 80 millions de warrants, qui sont des calls, sur 10 ans, pratiquement au cours actuel. Ce qui veut dire qu'il achète aujourd'hui 25% en puissance de Anadarko au cours d'aujourd'hui, mais avec un rendement de 8% annuel et qu'il pourra réaliser dans 10 ans. Il sera peut-être plus là, mais c'est pas la question. La question, c'est que c'est une opération qui rappelle énormément ce qu'il avait fait en fait quand il avait redressé ou sauvé Goldman Sachs. Sauf que là, il s'agit pas de sauver Occidental Petroleum, il s'agit de permettre à Occidental Petroleum de battre Chevron donc pour le rachat de Anadarko. Or, les actionnaires de Anadarko, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Anadarko a deux offres. Celle de Chevron était inférieure à celle d'Occidental Petroleum, mais elle était beaucoup plus sûre parce que Chevron a les poches beaucoup plus profondes. Chevron est une compagnie beaucoup plus importante, donc ils étaient rassurés de cette offre de Chevron et ils pensaient qu'il y avait un gros risque sur l'offre de Anadarko. Évidemment, l'arrivée là de Warren Buffett enlève beaucoup de ce risque et je dirais que Chevron, on pense actuellement qu'ils vont tout simplement ne pas continuer dans cette opération. Ils vont baisser les bras, ils vont pas se battre contre Warren Buffett. Et on voit donc un nouveau groupe, en principe, se créer, dans lequel Warren Buffett va avoir 25%. On parle toujours de chasse à l'éléphant quand on parle de Warren Buffett, qui cherche des gros deals. C'est peut-être pas le plus gros deal pour lui, mais c'est 10 milliards de dollars, et avec 10 milliards de dollars qui vont lui rapporter chaque année, comme je le disais, 800 millions de dollars. C'est très belle affaire. Ouais, effectivement, oui, voilà, ça lui évite de racheter ses propres actions à 8% de rendement. Effectivement, ça vaut quand même le coup. Bon, très bonne affaire, très bon coup financier pour Warren Buffett. On verra ce qu'il en est un peu plus tard de l'opération si elle devait se matérialiser entre Occidental Petroleum et Anadarko. Grégory, un mot pour finir d'une nouvelle licorne qui annonce à son tour son entrée en bourse après Lyft, Pinterest qui sont déjà rentrés, Uber à suivre, Airbnb également. C'est WeWork, le spécialiste du coworking, qui va rentrer sur le marché américain. Bon, toujours un peu la même histoire, c'est une boîte qui perd de l'argent. Les données estimées qui sont citées par CNBC font état d'une perte d'1,9 milliard de dollars en 2018 pour moins de 2 milliards de dollars de revenus, Grégory.
Oui, alors le problème avec WeWork, c'est que vous avez beaucoup de gens qui aiment beaucoup la compagnie, puisqu'ils utilisent WeWork, et on peut dire que du bien de WeWork au niveau, je pense, des utilisateurs. Maintenant, pour un investissement, une fois de plus, on a quoi? On a une licorne là qui essaye de je dirais, entre guillemets, se précipiter sur le marché, parce que c'était pas du tout prévu qu'ils s'introduisent en bourse d'ici 6 mois ou une année. Et quand vous dites qu'ils ont des pertes de 1,9 milliard par rapport à des ventes ou un chiffre d'affaires de 1,9 milliard aussi, c'est vrai, mais ce qui est inquiétant n'est même pas ça. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont doublé leurs ventes sur l'année et en même temps, ils ont doublé leurs pertes. Donc, si chaque fois qu'ils doublent leurs ventes, ils doublent leurs pertes, je ne sais pas vraiment où ça va aller. Alors, le modèle de business de WeWork, on l'aime ou on l'aime pas, mais ce qui déçoit, en gros, surtout, c'est qu'ils ne devaient pas s'introduire, tout simplement, c'est parce qu'ils attendaient un investissement de 10 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite et des fonds d'Arabie Saoudite, qui en fait a renoncé à cet investissement qu'ils trouvaient trop risqué. Et on peut dire qu'ils vont s'introduire en bourse parce que le cash qui aurait dû venir d'Arabie Saoudite n'est pas venu et qu'ils vont avoir besoin de cash pour continuer leur expansion. Merci beaucoup Grégory. WeWork à suivre, donc on verra ce qu'il en est de cette introduction en bourse. Et puis notez au passage, alors pas du tout du côté des licornes, même si Verallia c'est quand même une grosse entreprise, mais c'est une grosse entreprise industrielle. Hein. C'était l'ancienne division verre embouteillage de Saint-Gobain, et Verallia qui confirme à l'instant vouloir s'introduire en bourse sur Euronext. Hein. On parle de marché européen et du marché français, parisien même précisément, dès cette année. Voilà pour les introductions en bourse et l'actualité de Wall Street et des entreprises. Merci Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous tous les jours depuis New York, le président de Mescart Financial Services. L'autre actualité du jour, on passe de l'une à l'autre, les entreprises d'un côté, là